Bonsoir tout le monde, ici Mélissa. Ça me fait plaisir de vous accueillir au nom de Migraine Québec à ce webinaire sur les GEPAN qui est présenté par Dr. Elisabeth Leroux. Avant de débuter, je voudrais remercier la compagnie Teva pour la présentation de ce webinaire-là, donc qui assure la logistique de tout ça. Et ben voilà, sans plus tarder, je vous présente Dr. Leroux. Dr. Leroux est neurologue spécialisée en médecine des céphalées. Elle est cofondatrice de Migraine Québec et de Migraine Canada. Donc, je crois que vous êtes entre très bonnes mains pour cette conférence-là. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Mélissa et bonsoir tout le monde. Alors, à toute la communauté de Migraine Québec et j'envoie aussi un petit bonjour spécial à ceux ou celles d'entre vous que je connais comme patients. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Et donc, ça me fait bien plaisir d'être avec vous ce soir pour parler des GEPAN. Je vais partager mon écran afin de commencer la présentation. Voilà. Super. Alors, donc, ici, on a la diapo d'introduction, puis vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de montgolfière et d'ampoules électriques, hein? Et en fait, j'ai voulu illustrer de façon visuelle deux choses qu'on pensait dans l'humanité que ça serait jamais possible, c'est-à-dire de voler et d'avoir de la lumière la nuit, autre que le feu. Et donc, c'est deux choses qui maintenant, tu sais, tout le monde sait que les montgolfières existent. On a des beaux festivals à Saint-Jean. Et l'ampoule électrique, évidemment, on n'en parle pas. Donc, je pense qu'ici, ce soir, on va parler de quelque chose qui est une nouvelle classe révolutionnaire qui va certainement pouvoir aider, je l'espère du moins, certains d'entre vous. Alors, bienvenue dans ce webinaire et on va se lancer tout de suite. Je présente toujours, quand je présente aux professionnels de la santé, mes conflits d'intérêts. Et je le fais aussi pour les patients. Donc, ça signifie que j'ai reçu des honoraires en tant que conférencière et consultante pour différentes compagnies pharmaceutiques. Et je travaille aussi pour différentes associations, donc notamment en ce moment Migraine Canada et la Société canadienne des céphalées. Et pour ce webinaire, je n'ai pas reçu d'honoraires. Donc, alors, les questions, là, tu sais, je connais un peu la communauté de Migraine Québec. Je sais que ce n'est pas votre premier rodéo et que vous avez déjà probablement, certains d'entre vous, tenté beaucoup de choses, que vous êtes sans doute suivis pour les migraines depuis peut-être quelques années. Et donc, vos questions, si vous vous intéressez à cette nouvelle classe, ben, c'est comment ça marche? Ça marche-tu? Y a-t-il des effets secondaires? Est-ce que mon docteur peut me les prescrire? Et est-ce qu'ils sont couverts par les compagnies d'assurance? Puis est-ce qu'on peut éventuellement les combiner avec autre chose? Est-ce qu'il y a des contre-indications, des interactions? Et donc, je vais essayer de répondre dans les prochains 40 quelques minutes à l'ensemble de ces questions, mais évidemment, on aura une période de questions à la fin pour couvrir le reste. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire à vous que la crise migraineuse, c'est plus qu'un mal de tête. Chacun a un peu son petit mélange spécial, hein, avec ou sans sensibilité aux sons, aux odeurs, aux mouvements, les nausées, les vomissements, les diarrhées, les segments de nez, le mal de cou, le mal de face. C'est un grand mélange. Alors ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça à vous, mais sachez que je présente cette diapositive-là assez souvent aux médecins de famille qui n'ont pas toujours conscience de cette diversité de symptômes pour leur expliquer que la migraine n'est pas qu'un mal de tête. Alors, je pense que ça ici, c'est bien clair. Et donc, quand on étudie la migraine pour les traitements, eh bien, on inclut là-dedans toutes les migraineux. Et donc, un migraineux, c'est qu'une migraine, un diagnostic officiel de migraine est posé quand il y a en général des crises de céphalie, donc ça prend des maux de tête, avec une hypersensibilité sensorielle, son lumière, et ou des nausées ou des vomissements. Donc, ça, c'est la version, on va dire, courte des critères qui sont les critères de la classification internationale. C'est ça qu'on utilise pour faire des recherches. Mais le spectre des symptômes migraineux est plus vaste. Il varie d'une personne à l'autre. Et même chez la même personne, c'est pas rare qu'il y ait différents types de crises. C'est pas le but de ce soir de réviser la pathophysiologie de la migraine dans son ensemble, mais je pense que vu qu'on va parler d'une classe qui bloque le CGRP, donc une protéine, quand même important de rappeler ce qu'on sait sur la cause de la migraine.
À savoir que le cerveau migraineux, ben, on sait qu'il est différent, là. On a maintenant de nombreuses preuves scientifiques que ce cerveau-là est génétiquement différent. Il n'y a pas qu'un seul gène, il y en a plusieurs, qui sont en général, qui jouent un rôle quelque part dans les neurones, les nerfs sensitifs, les vaisseaux sanguins. Et tout ça va modifier en fait la chimie et l'électricité, donc l'aspect des neurotransmetteurs et l'aspect donc qu'on appelle en langage médical électrophysiologique. Ça, c'est comment les neurones se parlent entre eux. Alors, j'ai mis des exemples en disant, ben, d'un point de vue chimique, on sait que le cerveau migraineux ben, peut relâcher des peptides durant la crise, donc causer la crise, la douleur. Il peut aussi avoir un métabolisme anormal de la sérotonine, on sait ça. Du point de vue électrique, on sait que c'est un cerveau qui ne s'habitue pas bien facilement aux stimuli répétés. Donc, par exemple, des sons forts, des lumières fortes, un cerveau normal, non migraineux, va éventuellement mettre un gradateur là-dessus puis dire c'est bon, j'ai vu, mais le cerveau migraineux, lui, il ne fait pas ça. Puis j'aurais pu rajouter là-dessus peut-être un niveau métabolique, donc un niveau de comment le cerveau migraineux gère l'énergie, puisqu'on sait maintenant qu'il y a aussi des particularités de ce point de vue-là. Alors ça, c'est la diapo, on va dire un peu plus médicus, que je présente souvent à mes collègues médecins. Et donc, on met les gènes en haut et les gènes vont déterminer comment le cerveau donc métabolise l'énergie, comment il va métaboliser d'autres neurotransmetteurs. Et il y a toute cette notion de cascade inflammatoire, de relâche, de peptides. Donc, en gros, le cerveau migraineux est sensible à son environnement, déclenche éventuellement lorsqu'il atteint un seuil qui varie d'une personne à l'autre, face à des déclencheurs qui varient d'une personne à l'autre, pour provoquer cette relâche de peptides inflammatoires sur des structures dans la tête qui font mal. Et ça, ces structures-là, on pense que c'est les méninges et les artères, possiblement les veines. Donc, la crise migraineuse, ce n'est pas un phénomène neurologique simple. C'est un phénomène très complexe avec plusieurs zones, plusieurs neurotransmetteurs, et on n'a pas tout à fait fini de la comprendre, mais je peux vous dire qu'on en sait déjà pas mal plus qu'on en savait dans les années 70. Parfois, j'utilise cette analogie du ping-pong, donc pour dire, ben, le cerveau migraineux est en interaction constante dans une partie de ping-pong avec son environnement. Et par environnement, j'inclus l'environnement extérieur au corps, hein, donc la température, les lumières, les sons, les odeurs, et aussi l'environnement interne de notre corps. Donc ça veut dire ben, nos hormones, ce qu'on a mangé, ce qui est à l'intérieur, okay, notre état sensoriel, notre état métabolique. Alors, quand moi, je vois des patients, souvent, la plupart des patients, forcément, c'est naturel, ils se sont centrés sur les déclencheurs en disant, bon, qu'est-ce que je peux régler, là, tu sais, je peux-tu arrêter de manger ça? Je peux-tu aller voir l'ostéopathe pour mon cou? Et ils s'attaquent donc à la gestion des déclencheurs. Et nous-mêmes, dans les cliniques de migraine, on recommande de gérer les déclencheurs. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste les déclencheurs, la migraine, c'est aussi la chimie cérébrale. Et que pour faire ça, c'est là qu'on va utiliser des traitements pour augmenter le fameux seuil migraineux, donc augmenter la tolérance du cerveau aux déclencheurs. Et que, ben moi, j'ai bien des patients et patientes qui ont passé des années à manger parfaitement, faire du yoga, relaxer, éviter tous leurs déclencheurs, surveiller la température, aller chez l'ostéopathe 2 fois par semaine et qui étaient encore très migraineux. Donc, là, il y avait un problème de seuil. Ce n'était pas juste une question de déclencheur. Alors, donc, les deux approches sont valides et avec les médications, en général, on va plutôt agir sur l'aspect cérébral de l'affaire. Bon, je pense que la plupart d'entre vous êtes aussi tout à fait familiers avec cette notion de gestion globale de la migraine. Donc, on stabilise notre cerveau avec des habitudes dites protectrices. On s'éloigne un petit peu maintenant hein, de la surveillance des déclencheurs. On essaie de plutôt stabiliser proactivement, on va dire. Et ensuite, ben, depuis toujours, on avait nos traitements de crise, puis nos traitements de fond. Et c'était au besoin ou régulier. Et donc, ça, c'est les choses que j'explique encore à mes nouveaux patients, ces concepts. Ceci dit, c'est plus compliqué que ça. Donc, évidemment, ceux d'entre vous qui ont fait ce parcours ben, savent que souvent, eh bien, on investigue toutes les possibilités, les approches alternatives, les traitements de crise, les traitements de fond. Mais là, j'ai mis les GEPAN au milieu parce qu'en fait, les GEPAN font les deux.
Et ça, c'est une de leurs caractéristiques uniques et nouvelles. C'est que pour la première fois, on a un traitement de la migraine qui est à la fois un traitement de crise et un traitement de fond. Et ça, je peux vous dire que ça va confondre tout le monde en médecine familiale parce que depuis toujours, on fait la différence entre les deux. Ce soir, je ne parlerai pas de neuromodulation, mais sachez que la neuromodulation, le céphalie, le gamma core, que vous pouvez aller voir en ligne sans problème, la neuromodulation aussi. Et en fait, je devrais la mettre dans la bonne colonne, là, mais est aussi un traitement à la fois de crise et préventif. Donc, si vous utilisez un céphalie pour votre crise, bien, vous pouvez aussi l'utiliser régulièrement pour la prévention. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau en médecine des céphalies, ça, et c'est un trait particulier des GEPA. Alors, en gros, quand on parle de migraine, bien souvent, on va noter on va dire quatre révolutions qui ont changé la vie des patients et la vie des médecins aussi. Donc, les triptans dans les années 90, la toxine botulinique en 2011 approuvée au Canada pour la migraine chronique et les anticorps CGRP. Donc là, évidemment, vous en avez peut-être entendu parler. Dans les 4 dernières années, on en a eu en gros un par année, là. Et maintenant, eh bien voilà, on a la quatrième révolution qui est un peu dans la même famille que les anticorps, puisqu'on parle de CGRP, je vais en parler dans quelques instants. Mais les GEPAN sont donc des pilules qui bloquent le CGRP au lieu d'être des anticorps. Donc, on est un peu dans la même lignée, avec la même cible, mais pas avec la même approche. Alors, on est vraiment dans une phase, on va dire, nouvelle. Je vous expliquerai dans quelques instants l'histoire de la pomme qui est une orange. Alors, le CGRP, là, ce petit peptide que nous avons tous d'abord, ce n'est pas un peptide anormal. Hein, donc, c'est pas quelque chose. Tous les humains ont du CGRP, les animaux aussi, by the way. Et le CGRP, donc, c'est le Calcitonin Gene Related Peptide. Il faut oublier ça, c'est une dénomination biochimique. A été découvert en 1984. OK? Donc, on l'a localisé dans le système trigéminovasculaire, donc dans le cerveau. Et là, en 85, là, des chercheurs ont dit, ouais, peut-être que ce CGRP-là, ça pourrait jouer un rôle dans la migraine parce que c'est un peptide qui est un vasodilatateur. Et dans l'histoire de la migraine, dans les années 80, la théorie en vogue, c'était que la migraine était une maladie vasculaire et que la cause de la migraine, c'était la vasodilatation, donc la dilatation des artères. On sait maintenant que cette dilatation-là fait partie d'un phénomène plus large d'inflammation neurologique. Alors, donc, un autre type de phénomène. Mais à l'époque, c'était vraiment dans la lignée de l'histoire, puis là, on remonte même au Moyen Âge, là, de dire, dans la migraine, ce qui fait mal, c'est que les vaisseaux se dilatent. Okay? Donc, c'est là qu'on était. Donc, évidemment, les chercheurs ont dit, ah, ben là, un peptide inflammatoire, tu sais, peut-être ça joue un rôle dans la migraine, cette affaire-là. Et ils se sont dit, OK, on va le mesurer dans le sang des gens qui ont des migraines, on va voir. Et là, ils ont vu que le CGRP était relâché durant une crise de migraine. Et ensuite, là, s'ensuit toute une longue épopée des années 90 aux années 2020 où on étudie le CGRP, on observe que le CGRP, s'il est infusé à un patient migraineux, va déclencher une crise. Alors ça, c'est un facteur intéressant. Et ensuite, on commence à créer des GEPAN, donc des bloqueurs de CGRP. Et ensuite, on commence à créer des anticorps contre le CGRP. Il y a eu un glitch dans les années 2011. Et moi, je me rappelle parce que j'étais à ce moment-là jeune neurologue récemment spécialisée. Et j'avais été invitée à Paris pour aller au lancement du produit Telca-GEPAN. Et quelques mois plus tard, la compagnie Merck l'a retiré du marché parce que le Telca-GEPAN avait été étudié pour la prévention. Donc, déjà, à l'époque, on savait que les GEPAN pouvaient être des préventifs. Mais malheureusement, il y avait eu des hépatites toxiques et donc, ça avait été retiré rapidement du marché au grand désespoir de bien des gens. Et donc, il y a eu une phase, on va dire, de latence parce que les gens avaient peur des GEPAN en disant, bon, c'est fini cette histoire-là. Mais finalement, la compagnie Allergan, qui connaissait la migraine parce que c'est eux qui font le Botox, se sont dit, bon, écoute, on peut-tu modifier ça pour que ça soit plus dangereux pour le foie, pour que ça soit sécuritaire? C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont donc réétudié des nouvelles molécules, des nouveaux GEPAN. Entre-temps, les gens qui faisaient les anticorps, donc MOV, Emgality et compagnie, ont mis en marché leurs anticorps. Et voilà, on est là aujourd'hui.
avec des études qui démontrent l'efficacité des anticorps et des GEPAN. Alors, donc, c'est un peu ce que je vous résume. Donc, ça, c'est si vous voulez, si vous parlez anglais puis ça vous intéresse, j'avais donné un webinaire qui s'appelle The Science of Migraine, qui est sur notre canal YouTube de Migraine Canada, puis qui explique en gros que voilà, que le CGRP, le petit peptide vert, là, le petit rond vert, va irriter les méninges, causer la crise. Et donc, si on met soit un anticorps, donc en mauve dessus, ça le bloque. Et les GEPAN, en fait, font la même chose. Donc là, c'est une diapositive évidemment médicale, mais vous voyez en haut que ça représente le nerf, le bout d'un nerf. Et dans le nerf, il y a des petits peptides. Dans le nerf, il relâche des neurotransmetteurs. C'est comme ça qu'il communique avec ses autres amis neurones. Et donc, en relâchant le petit peptide bleu, le CGRP, eh bien, le CGRP va se connecter sur les drôles de structures qui ont l'air des nouilles. Là. C'est des récepteurs. On les représente comme ça parce qu'ils ont l'air comme ça dans la vraie vie, en biomoléculaire, mais dans les faits, là, en gros, ils se lient à leurs récepteurs et les anticorps et les GEPAN vont aller bloquer soit le CGRP ou son récepteur. Donc, ça, c'est un peu comme de la pharmacologie avancée, là, mais c'est juste pour vous dire qu'on sait comment ça marche un GEPAN, puis on sait comment ça marche un anticorps. Bon, alors un GEPAN. Donc, combien de GEPAN y a-t-il? Et là, donc, l'histoire de la pomme qui est une orange, c'est pour illustrer cette dualité du GEPAN, c'est-à-dire que c'est une double identité, c'est un traitement de crise et de fond. Alors, allons-y. J'ai mis les noms commerciaux, le Ubrelvy, le Nurtec, le Qulipta et le Zavegepant, j'en parlerai pas bien parce qu'il n'est pas disponible au Canada, puis à ma connaissance, pas aux États-Unis non plus. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer avec le Zavegepant. Donc, on va l'ignorer pour l'instant. Donc, on se concentre sur nos trois GEPAN-là. Et comme vous pouvez voir, le Ubrogepant, c'est un traitement de crise. Le Atogepant, c'est un traitement préventif. Et le Rimegepant, le Nurtec, qui n'est pas encore au Canada, eh bien, lui, il fait les deux. Et donc, si vous allez sur les sites américains, vous allez voir des belles pages promotionnelles avec des belles photos et tout, qui vous vantent les mérites de toutes ces molécules. Alors, donc, il y a pour l'instant au Canada 2 GEPAN, Ubrogepant et Atogepant. Et le Rimegepant, ceci dit, a été proposé à Santé Canada, donc devrait éventuellement arriver. Bon, maintenant, il y en a peut-être parmi d'entre vous qui prennent des anticorps. Donc là, Aimovig, Emgality, Ejovi, Vyepti. Ce sont donc des molécules bloqueuses de CGRP et on va les comparer. Parce que là, dire, c'est quoi la différence entre un anticorps et un GEPAN? Sachez que d'un point de vue de la taille du produit, de la molécule, là, un anticorps, c'est comme un gros troc, OK? C'est énorme en taille moléculaire par rapport à un GEPAN qui est comme un grain de riz, OK? Donc ça, c'est autrement dit, nous, ça ne nous dit pas grand-chose, quelque chose qu'on prend dans la bouche, quelque chose qu'on s'injecte, on s'entend qu'on ne voit pas la taille biomoléculaire, mais ça a des impacts quand même parce que les anticorps, donc, c'est des grosses molécules qui ne traversent pas certaines barrières, qui sont gérées différemment par le corps. Alors, les anticorps, en gros, ils sont injectés parce qu'on ne peut pas les prendre par la bouche parce que l'estomac va les digérer et puis ils vont être détruits. Ça reste dans le sang pendant des semaines. Ce sont uniquement des préventifs et ça bloque donc le CGRP ou son récepteur. Le GEPAN, lui, c'est une pilule, c'est un comprimé. Et ça c'est pris soit tous les jours, soit au besoin, dépendant que c'est un préventif ou un traitement de crise. Et ça reste dans le sang pendant des heures, en général entre 5 et 10 heures, OK, grossièrement. C'est-à-dire 5 et 10 heures fois 4 ou 5, donc mettons 2 jours. Là. Et donc ça bloque le récepteur du CGRP. Donc là, maintenant, on va parler un peu de traitement de crise. Donc, j'ai une section sur le Ubrogepant comme traitement de crise, puis le Atogepant comme traitement de fond. Et je vais vous présenter les deux produits en vous disant, en gros, est-ce que ça marche, c'est quoi les effets secondaires, puis est-ce que ça peut peut-être m'aider. Donc, ceux d'entre vous encore là qui parlent anglais, j'ai une série de podcasts avec Migraine Canada qui s'appelle Migraine Talks et que vous pouvez écouter qui présente différents aspects de la gestion de la migraine. Alors, les options traditionnelles pour traiter la crise, eh bien, il y en a toutes sortes et souvent, c'est une combinaison de ces options qui va aider. On a nos anti-inflammatoires, nos triptans. On peut les combiner, faire des pâtes et sauces. Donc, on choisit sa pâte, on choisit sa sauce. Et éventuellement, là-dessus, on va rajouter le parmesan. Donc, on peut mettre les anti-nausées. Il y en a plusieurs. Et ensuite, certaines personnes vont rajouter là-dessus donc tout ce qui est aidant, de la méditation, du chaud, du froid, de l'aromathérapie, de la caféine, les neuromodulateurs et compagnie. Et évidemment, j'ai listé quand même les opioïdes puisque certaines personnes en utilisent.
mais ça devrait être en migraine un dernier recours, puisque les opioïdes sont, en général, ont plusieurs risques pour la santé, que ce soit l'addiction, mais aussi d'autres risques. Et donc, en général, on ne recommande pas d'utiliser les opioïdes, mais on sait que parfois, on n'a pas le choix parce que c'est la seule chose qui marche. Donc, en gros, c'est bien beau tout ça, puis on est bien content d'avoir les anticorps, les anti-inflammatoires, puis les triptans. Mais dans les faits, malheureusement, des fois, ça ne marche pas. Il y a des effets secondaires. Hein. Moi, j'ai des patients qui me disent, là, les triptans, ça me rend zombie, les anti-inflammatoires me donnent mal à l'estomac. Il y a des patients qui ne peuvent pas prendre ces traitements-là. Ils vont dire, moi, mettons, j'ai de l'hypertension sévère. Là, en théorie, un triptan, c'est pas une bonne idée. Il y en a qui ont des problèmes rénaux, des problèmes intestinaux, ne peuvent pas prendre d'anti-inflammatoires. Puis il y en a d'autres, ils vont dire, là, moi, le problème, c'est que là, je prends plein de triptans, puis mon médecin m'a parlé de la céphalée de rebond, dite médicamenteuse. Il m'a dit que je devais surveiller et me limiter à 10 jours sur 30. Mais qu'est-ce que je fais les autres jours? Alors, ça, c'est des traitements, des problèmes qu'on a avec nos traitements de crise dits classiques. Alors, je les ai illustrés ici dans des petites bulles ça, je l'utilise quand je présente aux médecins, juste pour mettre ça dans les mots des personnes, des gens, des patients, des gens normaux, là, et qui disent, c'est ça, j'ai des crises souvent, je me limite parce que j'ai peur du rebond, les anti-inflammatoires me donnent des douleurs à l'estomac, les triptans me rendent somnolent, j'ai une maladie de Crohn, je ne peux pas prendre ça, il n'y a rien qui marche. Et donc, c'est pas comme si, autrement dit, c'était un succès assuré de traiter les crises de migraine en 2023. Alors, est-ce que les GEPAN vont nous aider? Alors, ça, j'ai mis mon image clé, donc one size doesn't fit all, hein, à chacun sa recette. Et donc, j'ai mis ici des pourcentages de réponses, mais je vais vous montrer ça dans une autre forme, dans une diapo ou deux. Alors, juste pour dire que quand on regarde un traitement de crise, ce qu'on veut, c'est que ça casse la crise. Mais dans les études, on regarde à 2 heures puis à 24 heures. Parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement de crise qui fonctionne en dedans d'une demi-heure, à part les injectables, le sumatriptan, le spray de Zomig, ce genre de choses. Donc, on regarde à 2 heures, ça va-tu mieux? Es-tu complètement soulagé ou es-tu partiellement soulagé? Puis si tu es partiellement ou complètement soulagé, ça t'offre-tu 24 heures? Es-tu encore comme ça 24 heures plus tard? Alors ça, c'est ce qu'on regarde dans les études. Donc, on teste un placebo versus le traitement, puis on regarde à 2 heures puis 24 heures, puis on dit, bon, ça a l'air de quoi? Alors là, j'ai mis ignorer, là, j'ai refait la diapo juste avant. Ignorer, c'est le petit glitch en bas, là. Donc, vous voyez ici, là, j'ai commencé par regarder le soulagement. Le soulagement, ça veut dire aller mieux, mais encore avoir un fond de douleur. Donc, j'ai mis des placebos. J'ai mis les placebos dans les études des triptans puis dans les études des GEPAN. La ligne rouge sépare les triptans des GEPAN. Et j'ai mis les doses de GEPAN 50 et 100 mg, qui sont les doses qu'on va avoir au Canada, et le rimé-GEPAN. Alors, à gauche, on a à 2 heures à 24 heures, bleu et orange, pour le soulagement. Alors, vous voyez que, juste petite note, là, si vous donnez une pilule, si vous, comme patient ou une personne, vous prenez une pilule de sucre, OK? Vous avez quand même une chance d'aller mieux, OK? Vous avez grossièrement, puis regardez le beau placebo ici avec les GEPAN, c'est un placebo à 50 pour le soulagement, c'est fort. Alors ça explique pourquoi sur Internet. Si vous allez voir le sel himalayen, puis le jus de citron, puis plein d'affaires qui, scientifiquement, pour nous, ne font pas de sens, en fait, n'importe quoi que vous faites, que vous pensez que ça peut vous aider, ça peut vous aider. Ça, c'est l'effet placebo, puis c'est bien correct, tant mieux si ça marche. Mais nous, ce qu'on veut, évidemment, quand on prescrit quelque chose, c'est que ça soit plus qu'un placebo, parce que tu pas payé pour quelque chose qui est juste un placebo. Alors, si vous regardez les triptans, vous voyez que les gens, en général, sont soulagés à peu près 50 puis 24 heures plus tard, 30 à 40 45 sont encore soulagés. Si on regarde les GEPAN, c'est pas pire, hein? On est soulagé à 60 mais probablement qu'il y a une partie de ça qui est du placebo, parce que le placebo était sky high. Puis à 24 heures plus tard, on est encore soulagé à 30-40 un petit peu moins pour le rimé-GEPAN. Alors ça, c'est pour le soulagement. Mais si on regarde les chiffres pour être le soulagement total, c'est-à-dire aller avoir plus de douleur, le pain-free, non pas pain-free, pardon, le pain-free, là, vous pouvez voir que le placebo, d'abord, c'est pas très bon, hein, c'est 10 Donc, ça, si vous prenez du sucre, là, c'est très peu probable que ça soit merveilleux pour vous soulager entièrement. Mais si vous prenez un triptan, là, vous voyez que le pain-free en verre à 2 heures, là, il est entre 25 et 40 OK? Fait que c'est pas 100 là, c'est même pas 60 là.
c'est entre 25 et 40. Si vous regardez les GEPAN, c'est modeste, c'est moins. Hein, donc, vous avez 20 %. Donc, en gros, puis à 24 heures plus tard, ben, il y en a une couple qui ont eu une récidive de douleur. Et donc, le pain-free qui persiste est entre 10 et 20 %. Donc, tu sais, c'est pas miraculeux. Alors, donc, c'est intéressant de voir ça. Ceci dit, tout à l'heure, je vais vous montrer les chiffres si vous traitez tôt. Parce que ça, c'est des chiffres qui ont été traités dans les études en traitement à modéré sévère. Ça veut dire que ces patients-là qui ont fait les études, là, ils prenaient le GEPAN quand la crise était modérée ou sévère. Puis qu'est-ce qu'on sait de la migraine? C'est qu'il faut traiter précocement. Okay? Si on traite plus tôt, ça marche plus. Vous avez des preuves de ça partout. Et vous allez voir que pour les GEPAN, c'est particulièrement vrai. Donc, en gros, vous voyez ça, l'impression que l'ubrogépan est probablement moins bon qu'un triptan en moyenne. Les effets secondaires. Bon, là, évidemment, dans les études, les effets secondaires, ben, on en voit, mais dans la vraie vie, des fois, c'est différent. Mais grosso modo, si on regarde ça, en général, ben, vous voyez que c'est quand même assez bien toléré parce que le placebo, ça, c'est l'effet nocebo. Si vous prenez du sucre dans une étude, vous pouvez avoir plein d'effets secondaires. OK? On le sait. Puis on le sait que plus quelqu'un a peur des effets secondaires, pense que ça va arriver, ça va arriver. C'est la même chose. C'est comme le côté obscur, si tu veux, du placebo. Alors, la nausée semble être présente, 4 % versus 1 %. La somnolence, une petite affaire aussi, bouche sèche, mais tu sais, c'est moins, grosso modo, c'est moins de 5 % pour chacun de ces affaires-là. Puis, il n'y avait pas d'effet grave, décès ou rien de ça. Alors, c'est bien, ça a l'air bien toléré. Donc, quand je parlais de traiter tôt, là, ben, voici les chiffres. Donc, en gros, si vous doublez quasiment vos chances de succès en traitant au début de la crise. OK? Et donc, le pain-free, là, si vous traitez tôt, il est plus haut, il est plus que 50 %. Alors, donc ça vaut vraiment la peine. Et le retour à la fonction normale, 60 % versus, encore là, 42 % si vous traitez plus tardivement. Donc, moi, dans mon bureau, l'une des choses que je fais souvent, c'est que je discute avec les gens en disant, bon, ben, regarde, tu sais-tu comment ta crise commence? Quand est-ce qu'elle commence? Qu'est-ce que tu fais? Puis, c'est quoi ta séquence de pensée, là? Puis, on peut-tu améliorer ça? Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais tout ça pour dire que bien souvent, je finis à dire aux gens, là, laisse faire le Tylenol, prends tes traitements de crise qui fonctionnent. Si tu penses que c'est une migraine, c'est une migraine. On a toute une espèce de pensée magique en disant non, 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 ça ne sera pas ça. Mais dans les faits, souvent, c'est ça. S'il y a des effets secondaires, ben là, évidemment, il faut trouver une autre option qui est mieux tolérée. Des fois, il y a une question de coût aussi. Et ensuite, il y a la fameuse céphalée de rebond. Hein, donc là, de dire, ben là, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je traite, mais là, j'attends, je suis déjà rendu à 2-3 jours cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, donc, c'est un argument bien valide. Alors, avec les GEPAN, l'avantage, c'est que probablement, on n'aura plus à se préoccuper de cet aspect-là. Donc, j'y reviendrai. Alors, est-ce qu'on peut comparer les triptans, les GEPAN, les ditans, donc le lasmiditan? OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas au Canada. C'est une molécule qui est un peu une cousine des triptans. Et donc, en gros, ben, je vous ai montré les chiffres, mais cette étude le confirme, ben, qu'en gros, là, les GEPAN sont mieux que le placebo, mais moins efficaces en moyenne que les triptans si on traite plus tard. Et ils sont mieux tolérés. Donc, ça, c'est en statistique. Vous, comme personne, si vous les essayez, ben, on va voir dans quelle famille vous allez tomber. Donc, si je reviens à mon histoire de céphalée médicamenteuse, ben, le fameux dilemme, c'est de dire, je me traite-tu, je me traite-tu pas, je me traite-tu, je me traite-tu pas, il faut que j'aille travailler, mais là, ça commence, on m'a dit de traiter tôt. Donc, ça, c'est très difficile. Et on sait maintenant qu'en présence de céphalée, c'est-à-dire de maux de tête migraineux fréquents, ben, en fait, l'idée, c'est pas juste de dire à quelqu'un surveille tes traitements de crise, c'est d'optimiser le préventif. De dire, ben, regarde, on va s'arranger pour que tu aies moins souvent besoin de traiter tes crises. Hein? Alors, juste de dire à quelqu'un, ben là, plus que 10 jours, c'est dangereux, ben, OK, c'est beau, mais. Alors, cette notion de traiter tôt avec les GEPAN va être pratique parce que le GEPAN pris souvent devient un préventif. Alors, en gros, la théorie, c'est que, ben, regarde bien, si le GEPAN est utilisé comme traitement préventif, puis que, mettons, tu as une mauvaise phase, d'habitude, tu roules à, je sais pas moi, 8-10 par mois, puis là, tu passes à 12-15, bien là, si tu prends 12-15 fois un GEPAN dans ton mois, ben, en théorie, ça va être plutôt protecteur que nuisible. Donc ça, c'est très nouveau puis très intéressant dans la vraie vie, dans la pratique.
Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que ça, c'est des détails médicaux et pharmacologiques qui sont très pertinents, c'est-à-dire les interactions médicamenteuses. On va faire ça simple. Les anticorps n'ont pas d'interaction médicamenteuse. OK? C'est comme la toxine botulique. Ça n'interagit pas, OK, avec des médicaments. Les GEPAN ont des interactions. Ils sont métabolisés par le foie. OK? Donc, si vous avez une insuffisance hépatique sévère, un GEPAN, c'est peut-être pas une bonne idée. Et il y a de nombreuses interactions possibles, mais avec beaucoup de médicaments qui sont quand même relativement rares. Ceci dit, cette semaine, j'ai une patiente qui fait des infections vaginales fréquentes et qui utilise des conazoles, là, des antifongiques. Alors, pour elle, ben, peut-être que le GEPAN va falloir adapter ses doses, être un peu prudent. Alors, ça, donc, autrement dit, quand on prescrit, votre médecin va vous prescrire un GEPAN, ben, il va falloir qu'il regarde qu'est-ce que vous prenez comme traitement. Et si lui n'est pas certain, mais que le pharmacien vous aide en disant, ben là, regarde, les contre-indications. Bon, les contraceptifs oraux, ça, j'ai vérifié ça. Puis en gros, on ne s'en préoccupe pas vraiment. Il n'y a pas d'impact significatif des GEPAN sur la contraception orale. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais après, vous voyez le thé vert, le pamplemousse, la curcumine, le millepertuis. Donc, c'est des choses à prendre en compte et il faudra donc le discuter avec votre médecin ou ou votre pharmacien. Bon, on arrive au coût. Alors là, la couverture de l'ubrogépan par les assurances. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le prix par comprimé, c'est 15 et 40 avant les frais de pharmacie. Donc, en gros, il faut savoir que au Canada, le prix des médicaments, c'est une chose, mais la pharmacie charge des frais de dispensation donc, pour vous donner les médicaments. Donc, si des fois, vous vous demandez pourquoi les médicaments, comme vous regardez un prix en ligne, puis vous dites comment ça, c'est pas ça que je paye, ben, c'est parce que les pharmaciens, ils chargent des frais de pharmacie. Okay? Ça, c'est légal, là, c'est normal. Aux États-Unis, c'est 100$ par comprimé. Là, ça a pas c'est leur système de santé qui a un problème. Là. Donc, pour nous, les triptans originaux au Canada, c'est 13 à 17. Alors, ils ont mis au même prix que les triptans originaux. Et donc, il y a déjà plusieurs compagnies d'assurance qui semblent avoir annoncé qu'il n'y aurait pas plus qu'il n'y aurait pas de formulaire à remplir et que l'accès serait assez simple. Si vous êtes sur la RAMQ, alors là, il va probablement falloir remplir des formulaires de patients d'exception pour obtenir le GEPAN, du moins pour le moment, mais l'avenir le dira. Et on me dit que la date, les dates pour le GEPAN, ça va être début avril. Donc, on m'a dit fin mars, mais je vais mettre ça début avril pour être sûr. Alors, donc ça, c'est la section de traitement de crise, donc avec Ubro-GEPAN. Et maintenant, on va parler au traitement préventif. Donc, encore là, ici, donc quand on veut prévenir la migraine, l'idée, on veut moins de crises, moins intenses, mais on veut aussi que les crises soient plus faciles à traiter, que vous puissiez planifier avec confiance des choses, que vous ayez moins de déclencheurs, que les déclencheurs soient moins un problème. Puis éventuellement, ben, d'avoir qu'il y ait moins de dépression, moins d'anxiété, le sommeil soit meilleur. Donc, ça, c'est au-delà de la fréquence que vous faites sur vos calendriers, ben, on aimerait ça aussi qu'il y ait tous ces autres aspects qui s'améliorent. Donc, ça, c'est la liste, on va dire, le cookbook, le livre de recettes du médecin qui gère des patients migraineux. Eh bien, ce sont les lignes directrices canadiennes qui datent de 2012, qui ne comprennent ni le Botox, ni les anticorps, et bien sûr, ni les GEPAN. Donc, ça, c'est ce que les assureurs regardent pour dire, ben, en théorie, votre médecin, il devrait vous avoir prescrit ça avant de vous prescrire des anticorps, du Botox, des GEPAN. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que les recommandations disent ben, topiramate, propranolol, amitriptyline, puis après ça, d'autres choses, candesartan, nadolol. Bon, il y en a plusieurs. Donc, ceux qui sont en vert à votre gauche, c'est des médicaments de différentes classes, puis qu'en général, on va recommander. Ceux qui sont en gris, de l'autre côté, c'est des médicaments qui soit sont mal tolérés en général ou ont peu d'évidence que ça fonctionne. Okay? Donc, ce n'est pas des trucs qui devraient être donnés en première ligne. Donc, le gros problème avec ça, c'est que si on regarde nos préventifs oraux, ben, les taux de réponse, c'est-à-dire le fait que quelqu'un aille mieux de la moitié des jours par mois, les répondeurs à 50 ben, c'est à peu près 40 Donc là, vous avez amitriptyline 25, Elavil, propranolol, Indéral 160, quand même une bonne dose, puis topiramate 100 mg, donc vous cotez à peu près 40 de succès, on va dire. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et donc, ça, c'est une étude qui a été faite sur des patients qui avaient débuté des traitements préventifs. Et en gros, ben, avec le temps, vous voyez que les courbes descendent et descendent. Et donc, que ce soit des antidépresseurs, des bêta-bloquants, des anticonvulsivants, les gens les commencent, mais ils ne les continuent pas.
Et on sait qu'en migraine chronique, jusqu'à 80% des gens qui commencent quelque chose vont l'arrêter. Alors, tu sais, ça casse pas de la brique, ça, là. Tu sais, comme médecin, quand moi, je prescris quelque chose, puis je sais qu'il y a 4 chances sur 5 le patient revient me voir dans 6 mois, puis qu'il le prenne plus parce que ça marche pas, ben, moi, j'appelle pas ça un succès thérapeutique. Alors ça, on le sait, c'était bien connu, mais en même temps, c'est tout ce qu'on avait. Donc, tu sais, veux pas. Moi, j'en ai des patients qui prennent des bêta-bloquants, du topiramate, puis qui fonctionnent avec ça. Alors, c'était des options, mais on va dire que les succès n'étaient pas, c'était pas mirifique, là. Puis même, moi, quand je parle avec les patients dans mon bureau, souvent, les gens disent, ben, tu sais, ça ne traite pas la cause, j'ai des effets secondaires, ça ne marche pas. Puis l'autre affaire aussi, c'est souvent les gens sont très craintifs ou ils ne sont pas très ouverts en disant, mais moi, tu sais, pourquoi tu me donnes une pilule, là? Tu sais, qu'est-ce que tu fais, là? Et donc, il y a des craintes par rapport à la médication. Beaucoup de mes patients veulent commencer par les approches naturelles, ce qui est tout à fait légitime. Mais ben, la migraine, c'est une maladie, là, c'est une maladie neurologique, puis c'est comme l'asthme puis le diabète. C'est sûr qu'il y a des facteurs, on va dire, d'habitude de vie, mais il y a aussi des traitements médicaux. Alors, souvent, ben, il faut discuter avec les gens pour dire, bon, mais regarde, c'est ça qu'on fait, puis c'est comme ça que ça. Alors, c'est là aussi que Migraine Québec peut vous assister, vous aider en vous donnant de l'information que des fois, les médecins dans leur bureau, ils n'ont pas le temps de vous donner. Alors, les anticorps. Donc, ça, peut-être certains d'entre vous les ont essayés. Donc, les anticorps, ça, j'appelle ça ma diapo super crunch. Là, c'est la diapo résumé total que je présente souvent aux médecins de famille puis aux pharmaciens. Puis, en gros, c'est les taux de réponse à 50 et 75% des patients migraineux chroniques ou épisodiques. OK? Donc, chronique plus que 15 jours, épisodique moins de 15 jours. C'est une façon de classifier la migraine. Et vous pouvez voir ce que moi j'appelle la règle du 5-4-3-2-1. Donc, en gros, si tu es un épisodique, tu vas avoir une chance sur 2 de t'améliorer de la moitié, une chance sur 3, donc 30% de t'améliorer des 3/4. Si tu es un chronique, tu as 4 chances sur 10 de t'améliorer de la moitié, puis une chance sur 5 de t'améliorer des 3/4. Donc, ça, c'est grosso modo, là, à peu près, si on regarde les études des anticorps, là, ça se ressemble de l'un à l'autre. On peut disséquer ça, mais grossièrement, c'est ça les taux de réponse dans les études qu'on a observées, que ce soit chez les migraineux chroniques ou épisodiques. Et là, l'étude Overcome, c'est une étude qui a été, en fait, ça, c'est un suivi sur une énorme base de patients. Là, donc, là, les chiffres ici sont pas si élevés, mais l'étude Overcome, c'est plusieurs milliers de patients. Et donc, les patients dans Overcome qui avaient débuté un anticorps, là, vous allez me dire, il y en a combien qui l'ont continué? Bien, c'est mieux que les pilules, parce que les pilules, c'est 80% qui l'ont arrêté. Alors, l'anticorps, ben, c'est 50% qui l'ont arrêté. Donc, tu sais, c'est pas surprenant. Je viens de vous montrer les chiffres qui disent que 50%, ça marche. Tu sais, l'autre 50%, ils l'arrêtent. Il y en a qui switchent, il y en a qui essaient un autre anticorps. Puis, il y en a, ben, en fait, qui l'arrêtent carrément puis qui ne prennent plus d'anticorps. Il y avait de la place pour d'autres traitements. Et c'est là où le Qulipta, alors là, j'ai pris, tu sais, les Américains, ils font des sites web promotionnels. Nous, on ne peut pas faire ça au Canada. À mon avis, c'est une bonne chose, mais vous voyez ici là, un site web promotionnel qui explique en fait là, que le Qulipta, là, ça peut prévenir les crises de migraine. Donc, c'est disponible là, pour les patients. Alors, c'est un préventif en migraine épisodique et c'est 10 mg, 30 mg ou 60 mg une fois par jour. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation. Donc, si vous avez déjà pris topiramate, amitriptyline, c'est on commence, on augmente, continue. Et là, après 3 mois, bon. Alors, voici un peu les résultats de la togépan, le Qulipta. OK? Donc, les patients partaient à 7-8 jours. OK? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup parmi vous, je pense, qui sont chroniques. Donc, 7-8 jours, c'est pas grand-chose. Là. C'est des patients épisodiques, mais c'est de là qu'ils partaient pour cette étude. Et donc, au cours du premier mois, déjà, le placebo et la togépan se distinguent. Donc, la togépan performe mieux et les gens sont améliorés de -3 à -4 jours. 3 mois plus tard, sont rendus à -4 jours, alors que le placebo, il est stické à -3 jours. Donc là, c'est sûr qu'encore là, vous allez me dire, wow, le placebo, ça fonctionne, mais dans les études, c'est toujours comme ça. Le placebo, c'est l'effet d'être dans une étude, tu es une infirmière, tu es appelé, tu te surveilles, peut-être que tu. Donc, il y a toutes sortes de raisons pourquoi le placebo fonctionne. Mais tout ça pour dire que la togépan,
était tout à fait efficace par rapport au placebo, donc supérieur chez ce groupe de patients. Et là, on retourne à nos taux de répondeurs. Donc, les 50 répondeurs, je vous ai montré les pilules, hein, donc 40 je vous ai montré les anticorps, 50 puis là, la togépan, c'est 55 à 60 donc, on ne peut pas comparer les études, mais si on regarde les chiffres, en tout cas, on a l'impression que ça fonctionne au moins aussi bien que les anticorps. Et là, on a nos 75 répondeurs avec les anticorps, je vous avais dit 1 sur 3, avec la togépan 1 sur 3, c'est pareil. Et on a même des 100 répondeurs, à peu près 5-10 qu'on voit aussi avec les anticorps, by the way. Alors, donc, ça a l'air de ressembler beaucoup aux anticorps au niveau de l'efficacité. Ça ne nous surprend pas, c'est le même mécanisme d'action. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement des gens, génétiquement, on ne peut pas savoir c'est qui, eux, c'est ça que le bloquer le CGRP, ça va fonctionner. L'autre affaire, ben là, vous allez me dire, OK, mettons que moi, je prends un togépan puis ça marche, ça m'aide. Ben, tu sais, 1 an plus tard, je vais-tu être correct ou ça va revenir, ces migraines-là? Donc, selon les études, on a l'impression que, ben, tu le prends, tu t'améliores, puis là, pout, sur 1 an, tu vas encore un peu de mieux en mieux. Souvent, ce n'est pas nécessairement la molécule. Des fois, c'est juste que quand tu vas mieux, ben, tu sais, les gens mangent mieux, s'entraînent plus, font de l'exercice, sont moins stressés, ça va mieux à la job, ça va mieux avec la famille, tu sais, moins de stresseurs, dorment mieux. Donc, moi, j'appelle ça des cercles vertueux qui font que, ben, quand ça va mieux, tout va mieux. Tu sais, alors, donc, il y a ça aussi. Mais au total, donc la morale de l'histoire, c'est si vous commencez à togépan et que vous êtes un répondeur, les chances sont que vous allez continuer d'aller bien sur 1 an. Effet secondaire, un grand problème. Alors bon, nausées, mettons ça à 10 OK? Donc 10 avec le 60 mg, un peu moins avec le 30 et le 10 mg. 6 de constipation, puis rhinopharyngite. Alors ça, c'est pas très clair pourquoi, là, le nez pris, là. Mais dans la vraie vie, là, on le sait que probablement que ça va être plus que ça. Donc, il va falloir voir. OK? Mais pour l'instant, dans les études, c'est quelque chose d'assez bénin. Beaucoup d'entre vous vont dire, OK, mais le poids. OK? Ben, la bonne nouvelle, c'est que la togépan ne fait pas prendre de poids. Il y avait 0 gain de poids. Il y avait 10 de perte de poids. OK? Donc, ça, vraiment, est-ce que c'est parce que les gens ont un peu mal au cœur et ils mangent moins? Ça, c'est possible. Mais tout ça pour dire qu'au niveau du poids, ça a l'air au moins neutre et peut-être positif. Et il n'y a pas non plus, on n'a pas entendu parler de somnolence, confusion, manque d'humour, dépression, toutes des choses qu'on voit avec les autres traitements. Donc, ça a l'air positif. Quelques commentaires sur la togépan. Alors ça, le plus pertinent de tous, c'est que ce n'est pas approuvé pour la migraine chronique. Donc, les études ont été faites et publiées pour l'instant chez les migraineux épisodiques. Alors, vous, si vous êtes un chronique réfractaire, là, le plus probable, c'est que vous ne pourrez pas avoir la togépan, à moins, certains médecins font ça, à moins de twister la réalité, on va dire, et de faire comme si vous étiez un épisodique, puis d'écrire des choses différentes dans les formulaires d'assurance. Moi, personnellement, je ne vais pas faire ça, OK, parce que les assurances peuvent avoir accès aux notes. Et pour moi, de dire qu'un patient épisodique est un chronique, c'est pousser la corde un peu loin. OK, je ne dis pas si la personne est sur la limite, là, mais tu sais, quelqu'un qui roule à 20 jours plus par mois, je n'irai pas prescrire d'atogépan parce qu'on va se faire ramasser dans le détour. Ce n'est pas une bonne idée. Bonne nouvelle, l'atogépan est étudié jusqu'à 80 ans. Alors ça, c'est cool parce que les anticorps, les autres affaires, c'est étudié jusqu'à 65 ans, 70 pour certains anticorps, mais 80, ça, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de patients âgés dans les études, mais au moins, Santé Canada ne va pas nous dire tu ne peux pas le prescrire en bas de 80. Pas chez les enfants, pas chez la femme enceinte, ni allaitante. Et s'il y a des problèmes du rein, du foie, il faut ajuster. Couverture, bon, là, je suis moins contente. OK? Ils le savent chez AbbVie, je leur ai dit. Là. Ils ont décidé de charger la togépan le même prix que les anticorps. OK? Mais on s'entend que les anticorps, c'est des agents biologiques coûteux à produire avec des stylos et tout ça. Alors, eux autres, ils ont mis ça à 570 par mois. Grossièrement, là, c'est 6007 par an. Donc, c'est le même prix que les anticorps. Et donc, ben, il va falloir remplir des formulaires, OK? Et il y aura des critères. Et à mon avis, les critères seront les mêmes que ceux des anticorps. On ne le sait pas encore. Mais donc, au moins 8 jours par mois. Donc là, ça veut dire que pour un épisodique, il faut que tu sois sur le sweet spot entre 8 et 14, tu sais. Et avoir essayé au moins 2 et probablement 3 essais de préventif. Donc, à mon avis, c'est ça qui va arriver, mais on va le voir. Pour la RAMQ, il va falloir faire une demande de patient d'exception.
Et le plus probable, c'est qu'ils vont exiger au moins les Jovi et probablement l'Emgality avant parce que ces deux produits-là sont maintenant reconnus pour la prévention de la migraine épisodique. Alors ça, c'est vraiment dommage. Si AbbVie avait mis ça moins cher, mettons, OK, plus cher que Topamax, mais moins cher que les anticorps, ça aurait été vraiment plus simple. Parce qu'au niveau des médecins de famille, là, les médecins de famille ne vont pas remplir. Parce que la plupart des médecins de famille ne vont pas remplir ces formulaires-là, surtout pas pour des patients épisodiques. Alors ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Bon, la migraine chronique, donc là, il y en a d'entre vous qui vont dire, oui, mais les études en migraine chronique, ça donne quoi? Alors, ça a été relâché cette année. Ça a été publié en forme courte, donc en abstract. Et on voit que, donc, en gros, juste pour le fun, là, ces résultats-là, c'est copier-coller du Botox. C'est la même chose. Moins 7 jours pour atogépan, puis moins 5 jours pour le placebo, c'est pareil comme le Botox. Puis les taux de réponse à 50 40 versus 26 Fait qu'en gros, c'est pareil comme les anticorps, c'est pareil pour la toxine. Donc, ça nous dit vraiment, là, il y a l'air d'avoir une gang de monde qui répondent à ces affaires-là, puis qui ne répondent pas à d'autres choses. OK? Donc, puis constipation, 10 nausée, 10 c'est la même affaire. Fait que donc, éventuellement, on va l'avoir en migraine chronique, la togépan, à mon avis, mais ça ne sera pas cette année. Le Nurtec, le rimégépan, donc il y en a d'entre vous peut-être qui ont été voir ça sur les sites américains et tout, pas encore disponible. Ils ont soumis à Santé Canada, ça s'en vient. D'un point de vue préventif, je vous dis tout de suite, ça a l'air inférieur à la togépan, mais c'est parce qu'ils ont fait une espèce de dosage 1 jour sur 2 qui est un peu étrange, là. Et donc, probablement qu'ils vont refaire les études, puis ça se peut que ça soit mieux. Pour ce qui est de l'ubro puis le rimé, pour la crise, ça a l'air pareil. OK, donc, à voir. Est-ce qu'on peut combiner les GEPAN avec autre chose? En fait, là ça, c'est pas endossé, là, c'est mon avis là, de professionnel, là. Donc, en théorie, avec les anti-inflammatoires, vous pouvez les combiner. Ce n'est pas les mêmes mécanismes, il n'y a pas d'interaction. Mais si vous avez un problème rénal ou hépatique, de rein, de foie, là, il faut parler avec le médecin. Les triptans, en théorie, les patients dans les études de GEPAN, ils pouvaient prendre des triptans. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas les combiner. Les préventifs oraux, topiramate, tout ça, en théorie, il n'y a pas de problème non plus. La toxine botulinique, ça interagit avec rien, ce n'est pas un problème. Là où la question se pose, c'est, mettons, vous êtes sur un anticorps, Jovi, Vyepti, autres, est-ce que vous pouvez prendre de l'ubrogépan, okay, comme traitement de crise, on top? Alors, il n'y a pas d'études sur la sécurité, mais je peux vous dire que dans les arbres, là, ce qu'on dit aux États-Unis, c'est que les gens qui prennent des anticorps, ils répondent bien aux gépants de crise. Et oui, ils peuvent prendre des gépants avec leur anticorps. Mais ça, c'est à déterminer. Puis je vous dirais, il faut vraiment parler avec votre médecin pour discuter ce sujet. Donc, en gros, nous, qu'est-ce qu'on fait avec Migraine Québec, Migraine Canada? On travaille ensemble. Et puis, l'idée pour avoir l'accès aux soins, on travaille là-dessus pour que vous ayez accès au traitement. Donc, on parle avec les agences officielles, les groupes de pharmacologie du Canada, les ministères de la Santé, les compagnies d'assurance, les employeurs. On s'en va bientôt faire de la sensibilisation auprès des employeurs avec Migraine Canada puis Migraine Québec. Alors, donc, en gros, là, on travaille pour vous, puis j'aimerais remercier l'équipe de Migraine Québec pour ce qu'ils font parce que c'est un beau travail. Fait qu'au bout de la ligne, on va prendre des questions dans quelques instants, mais je pense que les anticorps et les GEPAN, là, ça fait une grosse différence parce que les gens qui vont mieux, là, après, ça se parle et ça change la face de la migraine. Fait qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui est migraineux, puis que ça va mal, puis qu'il n'y a rien qui marche, puis qu'on ne sait pas comment traiter ça, puis qu'on n'a pas de preuves, puis qu'on n'a pas de science, puis c'est dans ta tête, là, on va avoir des traitements de crise qui nous disent « Hey, on sait comment ça marche. C'est 35 ans de recherche. Les études sont solides. On a des bonnes études. Toutes les études sont positives. Et ce n'est pas tout le monde qui répond, mais au moins, on a une preuve scientifique. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on espère dans les associations, c'est ça va probablement permettre aux gens de s'impliquer, d'avoir de l'espoir, puis qu'au lieu qu'on regarde les migraineux en disant, bon, là, il y a encore quelqu'un qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis ça ne va pas bien, on va dire, voilà quelqu'un que peut-être je peux aider. Fait que, pour les médecins, c'est encourageant aussi de voir ces résultats-là. Je pense que ces médicaments-là vont changer la vision qu'on a des migraineux, et ça, c'est très important. Les PDF d'informations, donc je vous invite à les consulter sur le site de Migraine Canada, Migraine Québec. Ils sont en anglais, en français. Ce sont des résumés et celui sur le GEPAN s'en vient, c'est sur mon to-do list des 2 prochaines semaines. Donc, en fait, je vous remercie de votre écoute et puis votre attention.
Puis on va prendre les questions. Mais je pense que Mélissa va modérer la période de questions. Et je vous invite à poser des questions sur les GEPAN et non pas, et aussi d'éviter les questions, on va dire, qui seraient trop précises à votre cas en particulier personnel, parce que ça, je ne peux pas donner d'avis personnel. Je peux répondre à des questions générales, mais pas d'avis personnel. Ça ne serait pas de la bonne médecine de faire ça. Donc, Mélissa, je te passe la balle, puis on va pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup, Dr. Leroux. Vous avez justement précisé ce que je voulais préciser par rapport aux questions pas trop personnelles. Donc, on a une question. Est-ce que les PDF de la présentation vont être disponibles? Oui, vous pouvez, je peux vous l'envoyer, pas de problème. Il n'y a rien là-dedans qui est secret. Ce sont mes diapos. Il y a quelques diapos qui viennent de AbbVie, mais c'est des résultats de recherche qui sont publiés, donc pas de problème. Super. Donc, on vous fera savoir, là, on va le rendre disponible. Merci. Est-ce qu'il y a un maximum de comprimés par mois qu'on peut prendre de GEPA? Ben, pour ce qui est de l'Ubro-Gépan, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y aurait peut-être un maximum remboursé par les compagnies à 16. On m'a dit, là, ça, c'est AbbVie qui m'a dit ça, là, 16 comprimés par mois. Donc, ça veut dire deux comprimés par jour pour 8 jours. Mais après ça, est-ce que médicalement, il y aurait une limite? Ben, je veux dire, en théorie, je pense pas qu'il y a de risque à traiter tous les jours avec l'Ubro-Gépan. Mais qu'est-ce qui va être remboursé par les assurances? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, à mon avis, il va y avoir un cap au niveau des assurances. OK. Puis, si on ne répond pas aux anti-CGRP, est-ce qu'il y a une chance de répondre au GEPA puisque c'est les mêmes mécanismes d'action? On le sait pas. Alors là, évidemment, tu sais, moi, j'arrive de UCLA là, en Californie, puis je parlais avec les gens là-bas, puis ils ont l'air de dire que oui, c'est possible, OK? Mais on n'a pas, tu sais, j'ai pas d'études, j'ai pas de chiffres à vous donner. C'est sûr que, tu sais, moi, dans ma pratique, tu sais, j'essaie tout ce qui est disponible chez tout le monde. Fait que, tu sais, comme là, par exemple, tous mes patients qui ont tout essayé sont tous sur Vyepti. Même s'ils ont échoué 3 anticorps, je leur donne le 4e, why not, tu sais. Puis je vais faire la même chose avec le problème de l'ATO, c'est qu'en ce moment, les gens qui sont très réfractaires, bien souvent, c'est des chroniques. Puis en ce moment, ils ne pourront pas aller sur l'ATO. Donc, ça va être un peu un défi. Mais quand l'ATO va être approuvée pour la migraine chronique, ce qui va arriver éventuellement, ben là, la question va se poser. Donc, si vous êtes, je vous donne un exemple, mettons que vous êtes sur Botox, OK, puis avec Botox, vous êtes plus chronique, tu sais, vous êtes passé de 25, mettons, à 12 pour dire quelque chose par mois. Puis là, ben, vous avez essayé Ejovi, puis là, tu sais, vous avez rajouté Ejovi sur Botox, puis là, avec Ejovi, ça n'a pas marché, puis vous êtes encore à 12. Ben là, en théorie, vous êtes épisodique. Tu sais, vous avez le Botox, mais vous pourriez dire, tu sais, j'ai 12. Fait que peut-être je peux rajouter de la taux sur le Botox, tu sais. Fait qu'il va y avoir toutes sortes de petites finesses là, qui vont être laissées au choix de votre médecin pour ce qui est des formulaires. Mais moi, c'est sûr que je pense que quelqu'un qui a pris des anticorps et que ça n'a pas marché en migraine épisodique, ben oui, pourquoi pas à taux? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Effectivement. Et parlant justement de prescription, est-ce que c'est seulement les neurologues qui vont pouvoir les prescrire, les GEPA, ou les médecins de famille aussi? Les médecins de famille peuvent les prescrire, donc il n'y a pas de. Il y a des compagnies d'assurance qui nous font des petits coups bas avec ça, là, puis ils disent est-ce que le médecin est compétent? Alors, juste pour information, le label, c'est-à-dire l'approbation de Santé Canada, OK, c'est que, et de l'INES, donc l'INES, c'est l'organisme québécois qui détermine les règles de prescription des pilules, des médications. Il faut que le médecin soit c'est-tu expérimenté ou compétent, en tout cas, soit capable de traiter des migraineux. Donc, ça ne dit pas que ça soit un neurologue. Mais des fois, les compagnies d'assurance, là, ils s'essayent puis ils disent est-ce que c'est un neurologue? Mais non, les médecins de famille peuvent le prescrire. Le problème, ça va être les formulaires. Parce que les médecins de famille Ouais, sont c'est tellement ça. débordés, OK, que, tu sais, moi, dans ma vie, là, les formulaires, c'est comme la plaie de mon existence. Je remplis toutes les fins de semaine. J'avais une pile, ça, d'épais aujourd'hui, tu sais, des pages, des pages, des pages. Fait que les médecins de famille, souvent, quand tu leur dis formulaire, ils disent ben là, laisse faire, tu sais, je consulte en euros. Tu sais. Fait que c'est ça qui est malheureux du prix. Si ça avait été moins cher, je pense que ça aurait été mieux. Mais si votre médecin de famille est intéressé puis curieux, puis tu sais, il veut apprendre à prescrire, puis que lui, ça ne lui fait pas peur de remplir un formulaire, il peut vous le prescrire. Puis pour l'Ubro-Gépan, il n'y aura probablement pas de formulaire à remplir, au moins pour les privés. Donc, ça veut dire que si vous voulez de l'Ubro-Gépan, de l'Ubrelvy, puis vous avez une assurance privée, en théorie, vous pouvez y aller, là.
Mais encore là, il y a des programmes de soutien patient, d'avis, puis tout, mais tu sais, les médecins de famille, là, tu sais, les feuilles de programmes de soutien patient, là, tu sais, ils gèrent tout, eux autres. Fait que ça complique quand même pas mal la vie, Totalement. ces J'ai une affaires-là. autre question justement par rapport aux compagnies Mettons. d'assurance. Ceux qui ne veulent pas rembourser les anti-CGRP quand le patient reçoit déjà du Botox, est-ce que ça va être traité de la même façon selon vous Ben que les oui, anti-CGRP? Oui, c'est le hein, même prix. C'est le même prix. Fait que, tu sais, c'est sûr que les autres, ils vont dire, tu sais, eux autres, ils s'en foutent, là. Eux autres, ils regardent le prix. Ceci dit, pour information, tu sais, moi, j'ai quand même pas mal de patients où est-ce que j'ai fait, on a les deux. Mais ça demande du travail parce que là, ça me prend, c'est moi, mes patients, mettons, ils vont avoir l'état de base, pré-traitement numéro 1. Puis là, l'état post-traitement numéro 1, donc mettons post-Botox. Puis là, après ça, on fait post-traitement numéro 2. Puis là, on a une lettre, tu sais, qui est de la Société canadienne que j'utilise, qui est disponible, que je peux vous envoyer. Je pense que vous l'avez déjà à Migraine Québec, mais c'est une lettre de genre 2-3 pages qui liste tous les arguments scientifiques pour la combinaison avec les références. Donc, ça, en général, quand on envoie ça là, à un assureur, ça donne une petite motivation. Mais ça prend que le médecin, tu sais, je veux dire, ça prend que le médecin passe le temps pour le faire. Je veux dire, moi, c'est ma spécialité, je vis là-dedans tous les jours, OK? Fait que pour moi, tu sais, je m'occupe pas de sclérose en plaques, d'épilepsie et tout. Fait que la plupart des neurologues généraux, c'est compliqué pour eux faire ça, là. OK? Donc, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais il y a des spécialistes en céphalée, on le fait, mais même parmi mes collègues qui sont spécialistes en céphalée, qui vont un peu plus vite que moi parce que, tu sais, moi, j'ai une pratique très lente. Ben, il y en a beaucoup qui le font pas parce que c'est du trouble de remplir ces formulaires-là. Là. Puis là, tu reçois des trucs avec des tableaux. Moi, ça m'est arrivé des week-ends de sortir les calendriers de Migraine Tracker d'une patiente, là, puis de regarder 3 ans de calendrier puis de faire des moyennes de chiffres. Là. Fait qu'il faut être motivant maudit pour faire ça. Là. Euh, fait que donc, oui, c'est possible de combiner Botox et anticorps, mais c'est du travail. Puis ça va être la même affaire que la toux parce que, tu sais, c'est le même prix. OK. Est-ce que ça pourrait être une option intéressante, les GEPAN, pour les femmes qui considèrent tomber enceinte parce que les anticorps, c'était une longue, fallait attendre une Ouais. longue période? Ouais, je suis contente que la question soit posée parce que Oui, ça va vraiment influencer. Je te dirais que, tu sais, moi, si quelqu'un vient à mon bureau et n'a jamais rien pris de bloqueur de CGRP puis qui est épisodique, ben, tu sais, d'abord, il y a la question de pilule versus injection. Il y a des gens qui préfèrent l'un ou l'autre. Mais c'est sûr que si quelqu'un planifie une grossesse dans la prochaine année ou même les 2 prochaines années, ben c'est plus simple d'aller avec la taux parce que la taux, tu sais, tu l'arrêtes une semaine après, il n'y en a plus, là. Alors que OK. l'anticorps, ben, en théorie, il faut l'arrêter 4 à 5 mois d'avance. Donc, si toi, tu es une répondeuse à l'anticorps, ben, tu sais, c'est pas comme si quand tu veux tomber enceinte, ça arrive tout de suite, là. Je veux dire, des fois, ça prend du temps. Puis, fait que ça c'est complexe. Donc, oui, il y a un avantage avec la taux GEPAN pour ça. Tu sais, moi, j'ai des patientes où est-ce que c'est clair que je leur dis, ben regardons, on va attendre la taux parce que l'anticorps, tu sais, tu sais, si tu vas te retrouver pogné, il va falloir l'arrêter. Ce ne sera pas le fun. Tu sais. Mais il faut arrêter aussi la taux, mais pas 5 mois d'avance. Ce qui est quand même un avantage. Ce qui est quand même un avantage, oui. Puis, tout comme les anticorps ou comme d'autres médications, si on ne répond pas à un type de GEPAN, est-ce qu'on pourrait répondre à un autre? C'est un peu comme vous disiez, il va falloir tous les tester. On va l'observer. Je pense que ces études-là ont été faites pour les triptans, c'est-à-dire que quand on sait que quand tu n'as pas réussi à un triptan, ça n'a pas marché, que tu peux répondre à un autre. Puis, tu sais, moi, j'ai des patients qui n'ont pas répondu à 4 triptans, puis c'est le 5e. Puis, des fois, il y a une question aussi d'apprentissage. Au début, tu ne sais pas quand prendre ton traitement. Fait que des fois, le premier, c'est pas tant que le triptan ne marche pas, c'est que tu ne le prenais pas de la bonne façon. Il y a ça aussi, il y a une courbe d'apprentissage. Mais pour ce qui est des GEPAN, à mon avis, ça va être la même game. Puis on le sait qu'il y a des variations d'une personne à l'autre. Donc, moi, entre Nurtec puis Ubrelvy, ben, tu sais, c'est tellement facile, ben, c'est facile. Dans le sens que c'est rapide d'essayer des traitements de crise. Tu as besoin de 3-4 crises pour te faire une idée. Fait que, tu sais, si tu dis, ben, moi, j'ai essayé 6 crises avec Ubrelvy, j'ai une bonne idée de ce que ça fait, je ne suis pas sûre, je vais essayer Nurtec. Ben là, OK, coudonc, quand ça sera là, ben, tu sais, moi, avec les triptans, j'ai des patients, ils me disent, puis des fois, ça change avec le temps. Ceux d'entre vous qui ont une longue histoire de migraine, tu sais, j'ai des patients, ils ont des années Zomig, après ça, ils ont des années Almotriptan, après ça, ils ont des années. Les triptans, c'est ça. La chimie cérébrale change, s'adapte. C'est un phénomène qui n'est pas encore bien compris. Mais tu sais, on y va avec la musique. Là, on s'adapte à ce qui est là, là. Fait que moi, j'ai des patients, après 4 ans d'aratriptan, je leur dis, bon, ben, écoute, là, ça ne marche plus, on va essayer un autre. T'sais. Après moi, ça va être pareil avec les GEPAN. OK. Est-ce qu'il y a du rebond avec les GEPAN?
Non, pas de ça là, que vous disiez tantôt. Ben, tu Hein, sais, c'est là, je ça. dis non. Tu sais, on s'entend qu'on ne va pas couler dans le béton des évidences. Tu sais, je veux dire, en science, on se pose toujours la question. Là. Je veux dire, le principe de la science, c'est d'être jamais certain. Mais si on met sur la table que les GEPAN sont des traitements préventifs pris tous les jours, ben, ça fait pas de sens de penser que ça fasse du rebond. Puis on a aussi des évidences chez l'animal. Fait que dans des études de souris, où est-ce que, tu sais, les souris, on peut leur causer de la céphalie médicamenteuse aux souris, juste pour le fun. Là. Tu prends la souris, puis là, dans son eau, là, tu lui donnes des triptans, tu lui donnes de la morphine. Puis là, la souris devient allodinique. OK? Elle devient, tu sais, si tu tires les moustaches, ça lui fait plus mal, puis tu écrases la patte. Tu sais, c'est des modèles animaux. Là. Ça se fait dans les Mayo Clinic, fait ça. Là. Fait que, tu sais, donc, tu crées des souris qui ont de l'allodynie, des signes de sensibilisation. Puis là, après, ben, tu regardes, est-ce que si je donne un anticorps à la souris ou si je donne un GEPAN, tu sais, qu'est-ce que. Puis à date, ça a l'air que les GEPAN, ils ne rendent pas la souris comme le triptan ou comme la morphine. Ça a l'air qu'ils ne causent pas d'allodynie ou de signes de sensibilisation neurologique. Fait que ça, c'est quand même très encourageant aussi. Ah, super. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour des personnes qui souffrent d'autres maladies comme la fibromyalgie ou des choses comme ça ou pas? Non, c'est ça, les contre-indications, c'est surtout des contre-indications d'ordre hépatique, donc le foie. Donc là, je ne vous ai pas montré, soit dit en passant, les diapos sur la sécurité hépatique, parce que je vais raconter l'histoire du tel cas GEPAN, qui a été disparu parce qu'il y avait des hépatites toxiques. Puis je sais que c'est important pour beaucoup de patients, de personnes, la question du foie. Mais à date, puis là, je peux vous dire qu'à cause de l'histoire de Merck, là, à vie, là, à l'Argan, ils ont vraiment regardé le foie là, dans les fins détails. Là. Moi, j'ai assisté parce que je suis assise sur le comité global scientifique d'AbbVie. Là. Puis là, ils ont invité des spécialistes en foie. Puis là, pour la première fois de ma vie, là, je lisais sur les enzymes hépatiques comme jamais dans ma vie. Alors, ils ont regardé ça parce que, veut pas, s'il y avait des hépatites, ça mettrait le produit à terre. Dans le sens, on ne veut pas que ça arrive. OK? Alors, donc, ça a été regardé avec précision. Et à date, tout se passe bien. OK? Il n'y a pas de signal d'hépatite toxique. Il faut savoir que, tu sais, moi, mettons, là, j'attrape 10 personnes sur la rue, là, puis je leur fais faire des prises de sang. Là. Si on pris de l'alcool, si on pris du Tylenol, si on fait plein d'exercices, les enzymes hépatiques vont monter. OK? Fait que donc, il faut savoir que c'est normal chez l'humain que les enzymes hépatiques ils bougent un peu. Là. OK? Donc, il ne faut pas non plus paniquer. Si on commence à faire des prises de sang, il n'y a pas de prise de sang à faire, by the way, avec les GEPAN. OK? Donc, ce n'est pas utile de faire des prises de sang pour le foie. Parce qu'à date, là, c'est sécuritaire. Donc, on est rassuré. Pour ce qui est, mais si quelqu'un a de l'insuffisance hépatique, ben, que le foie ne fonctionne pas, ben là, c'est parce que le brogépan, il va comme s'accumuler dans le système, puis là, ça peut éventuellement causer des problèmes. Mais puis il y a des interactions avec d'autres médicaments, puis c'est là où est-ce que ça prend un petit check avec le médecin. Parce qu'il y a quand même une longue liste de possibles médications, mais je vous dirais que les 3/4 de ces choses-là sont des médicaments que moi, je n'ai jamais vu prescrits parce que c'est des affaires rares. Mais ceux qui sont les plus fréquents qui nous concernent, ça serait du dilantin, la phénitoïne, le verapamil, les antifongiques, donc tous les conazoles, puis là, l'histoire du jus de pamplemousse. Mais tout ça est très bien écrit dans le guide de prescription. Donc, tu sais, un médecin qui a le guide de prescription, il regarde le tableau, puis c'est écrit là, là. Je veux dire, le pharmacien va pouvoir checker ça sans problème aussi. Là. OK, parfait. Puis, pour les gens de 65 ans et plus, est-ce qu'il y a des contre-indications? Non, c'est ça? OK. Non. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu sais, mettons un 70 ans avec plusieurs problèmes de santé haute, on pourrait dire on va y aller avec l'Ubrogépan 50 au lieu du 100, par prudence. Mais non. Puis tu me disais la fibromyalgie, d'autres maladies. Donc, il y a maladies auto-immunes, cancer, glaucome. Il n'y en a pas de contre-indication. C'est vraiment ça a l'air d'être vraiment le foie, le problème. OK. Donc, à déterminer. OK. Le rein, ça a l'air correct. OK. Je pense que ça va être la dernière question sur les contre-indications. Là. Je vais en jumeler deux en une, puis je les ai vus passer les deux. Donc, est-ce qu'il y a une contre-indication avec l'utilisation du DHE ou de l'oxygène? Ça n'a pas rapport, mais je les ai comme fusionnés. Non, c'est correct, on va les mettre ensemble. Donc, la réponse, c'est qu'il n'y a rien qui est contre-indiqué avec l'oxygène, on met ça clair. Okay. Zéro contre-indication à l'oxygène. La DHE, non.
Donc, la DHA, moi, je la prescris. C'est pas si fréquent parce que c'est quand même un peu compliqué, là, il faut se l'injecter et tout. Mais donc, la DHA, c'est comme une lointaine cousine des triptans. Et donc, il y a pas de, tu sais, il n'y avait pas personne avec DHA dans les études de GEPAN, mais sachant que les triptans ont été utilisés, moi, je ne verrais aucune contre-indication avec la DHA, puis la DHA ne passe pas vraiment par le foie non plus, fait que ça devrait être correct. Mais encore là, tout ce que je dis là, par exemple, quand je réponds à ces questions-là, juste pour que ce soit très clair, c'est sûr que, tu sais, dans votre cas particulier, checkez avec votre médecin, là, parce que, tu sais, moi, c'est pas parce que Dr. Leroux l'a dit que ça s'applique à vous dans votre cas particulier. Ça peut être tentant de faire ça. C'est tentant, hein? Mais non, mais dans le sens que moi, je réponds de façon générique. Tu sais, genre, la DHE, je ne vois pas de raison pourquoi l'ubrogépan serait contre-indiqué avec la DHE. Mais là, après, tu sais, en médecine, tu sais, il y a quand même tout le temps des situations, des exceptions. Fait que vérifier avec le médecin. Puis, tu sais, je sais que des fois, quand je donne des conférences, puis là, tu sais, les patients, ils partent, puis là, ils disent ça à leur médecin, Dr. Leroux a dit. Puis des fois, c'est vrai, là, on est d'accord. Tu sais, j'essaie de dire quand même des vraies choses, là. Mais des fois, ça ne s'applique pas à la personne, la personne qui est là en particulier. Là, le temps commence à filer. Là, j'ai beaucoup de questions sur les différents triptans. Je pense que si vous pourriez, mais moi, là, j'avoue, ça fait beaucoup de tel GEPAN, là, moi, mon cerveau migraineux en ce moment commence à faire là, je comprends plus. Pouvez-vous nous résumer lequel est pour qui, quand ça s'en vient, chronique, pas chronique, genre une espèce de mini, Ouais. là, ça fait Oui, non, je sais, puis c'est pas juste vous, là. C'est juste pour le fun, là, j'ai présenté aux médecins de famille, 2 gros groupes de médecins de famille. Puis là, à la fin, tu sais, il y avait une rep qui est venue me voir, puis elle disait, ah oui, il y a un médecin qui est venu me voir en disant, OK, c'est quel GEPAN qui est en prévention? Tu sais, fait que, tu sais, c'est normal, là. Fait que, alors, donc, on a Ubrelvy, Ubro-GEPAN, puis Atto-GEPAN, Ubro-Atto. Puis ça, c'est simple. Ubro, c'est crise. Atto, c'est préventif. Puis Atto est préventif en migraine épisodique. Après, très probablement, échec de 2-3 affaires. Puis Ubro est en traitement de crise. Puis à date, il semblerait que si vous avez des assurances privées, il n'y aura pas de formulaire. Donc, au total, c'est relativement simple. OK? Donc, moi, j'appelle ça, quand je parle avec mes patients maintenant, je leur dis il y a des GEPAN de crise puis des GEPAN de prévention. Mais c'est un peu artificiel parce que le Nurtec, lui, il fait les deux. OK? Donc, la seule raison pourquoi l'Atto est préventif puis l'Ubro est de crise, parce que l'Atto, il dure plus longtemps que l'Ubro. Ça, c'est la seule raison. Là. OK? Donc, celui qui fait les deux, lui, il n'est pas disponible encore ici. Non, le Nurtec n'est pas là. Il va arriver probablement l'année. Je ne pense pas qu'il va arriver en 2023. Je pense qu'il va être là en 2024. Je n'ai pas de certitude, mais tu sais, moi, je n'ai pas entendu de nouvelles de Pfizer encore. Là, fait que ça veut dire qu'ils ne sont pas rendus là. Mais tu sais, après, vous allez pouvoir vous référer au diapo. Puis comme je vous dis, on va faire un PDF aussi là, pour vous aider avec tout ça, là, parce que c'est quand même compliqué. Tu sais, comme je dis, moi, les pharmaciens, je présentais hier aux pharmaciens pendant 2 heures, là, puis j'ai eu des questions. C'est pas. On n'est pas de ça. Non, c'est juste moi, je nage là-dedans matin, midi et soir, puis fait que c'est normal, je m'en rappelle, mais tu sais, quelqu'un que tu dis triptan, bon, mais tu sais, triptan, on s'entend que c'est jamais un préventif, un triptan, là. Je veux dire, moi, j'ai de rares patients qui fonctionnent mieux avec des triptans quotidiens que d'autres, mais ça, c'est exceptionnel. Mais tu sais, les triptans, il y en a 7, c'est comme les nains de Blanche-Neige, là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on peut les essayer, on peut les combiner avec des anti-inflammatoires, mais ça, c'est beaucoup de connaissances. Tu sais, moi, quand je m'assois avec un patient, là, puis là, je leur fais des dessins, là, je leur dis, bon, ben ça, c'est ton triptan. Puis, tu sais, j'ai des patients qui ont des niveaux qu'on appelle de littératie, c'est-à-dire, pour expliquer à une personne, il faut que la personne soit en mesure de te comprendre. Puis, ces concepts-là, tu sais, moi, quand mon comptable essaie de m'essayer, de m'expliquer des affaires, ses taxes, je comprends rien pantoute, là. Puis, tu sais, chacun a son champ de spécialité. Alors, donc, c'est une affaire à la fois, là, puis vous allez pouvoir vous référer aux diapos, puis aux documents, puis on va y arriver, là. Donc là, vous avez dit, il y en a un qui est de crise, l'autre préventif. Puis celui qui est, si j'ai bien, je vais voir si j'ai bien tout retenu là. Oui. Celui qui est préventif, c'est seulement pour les migraineux épisodiques. Oui. Celui qui est de crise, lui, est-tu pour les deux ou juste pour les pour tout le monde. Aussi? Pour tout le monde, OK. Pour tout le monde, on l'aime, celui-là. Bonne question, puis est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on peut les combiner ensemble? Quelqu'un qui est épisodique, peux-tu faire un... En fait, on a dans la monographie, quand je dis la monographie, c'est comme le guide de prescription officiel, OK? C'est comme le livre là, de comment prescrire. C'est pas recommandé.
OK, donc OK. de prendre, par exemple, Atto et Ubro ensemble. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont le faire, là, mais tu sais, moi, je le recommanderais pas à un patient. Mais après ça, tu sais, en ce moment, là, on vit des grands changements. Tu sais, moi, ma pratique a changé beaucoup dans les dernières années. Fait que, tu sais, de 6 mois en 6 mois, il y a des nouvelles choses qui sortent. Tu sais, moi, je regarde les grosses cliniques américaines, puis là, ils publient, eux autres. Ils disent, nous, on a fait ça, c'est ça qu'on a vu. Fait que, tu sais, on a nos antennes sorties, puis on écoute la séance, puis on dit, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, tu sais, vous avez vos forums de patients, mais nous, on a nos forums de docteurs, là, c'est pareil. Tu sais, on dit, bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu as vu? Tu sais. C'est quand même une belle, on est chanceux, on est dans une belle période pour la migraine en ce moment. Oui, 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 très certainement. Je veux dire, c'est non, absolument. Tu sais, moi, les anticorps, là, je ne ferai pas de publicité pour Atto, j'en ai pas prescrit encore. Je ne peux pas vous parler de succès d'Atto. Mais tu sais, les anticorps, là, je continue de voir des répondeurs, des super répondeurs. J'en vois avec tous les anticorps. Tu sais, fait que, tu sais, non, non, tu sais, j'ai des patients, les super répondeurs, tu sais, je sais qu'il y en a qui répondent pas, fait que je veux pas frustrer personne, mais tu sais, quand un super répondeur arrive dans ton bureau puis qu'il te montre un calendrier avec une crise par mois, puis tu sais, la personne partait à 18, ça m'est arrivé la semaine dernière, puis tu sais, on a eu une longue. En fait, moi, j'ai écouté la patiente chanter les louanges de son bonheur pendant 15 minutes, là. Mais ça, on ne voyait jamais ça avant. J'ai jamais vu personne avec du Topamax être heureux comme ça, là. Et boy, donc, Fait que c'est ça. Donc, oui, c'est bon. Puis oui, je pense que la taupe, puis tu sais, je pense que ça va être des bonnes molécules, mais il va falloir apprendre à les utiliser. Il va falloir, tu sais, OK, moi, j'ai bien hâte de voir l'Ubro, ça marche-tu ou ça marche pas, parce qu'il y a des gens au début, quand les études sont sorties du bro, là, du monde sérieux, là, puis on dit ça, là, c'est du Tylenol, puis MP, OK? Les résultats sont pas mieux que le Tylenol. Puis dans les faits, quand tu regardes le Tylenol pour la migraine, ça ressemble à l'Ubro, là. OK? Les chiffres sont pas flabbergastants. Moi, ce qui a changé ma vue, c'est quand j'ai vu les chiffres avec traitement précoce. Là, j'ai fait Ah, OK. Mhm. Donc, je pense que l'Ubro va retrouver sa place. Puis il y a des gens pour qui ça va être the thing. C'est comme le Cambia. Tu sais, moi, j'ai des gens, ils adorent le Cambia, puis il y en a, là, ils ont pris ça 2 fois, ça leur donnait mal au cœur, ils ne veulent plus jamais l'approcher. OK? Fait que c'est vraiment l'essai-erreur. Il va falloir voir, tu sais, où est-ce que ça va se placer, tu sais. Puis là, ça va être plus compliqué parce qu'avant, déjà, anti-inflammatoire, triptan, les gens trouvaient ça un peu tough. Mais là, imagine, là, il va falloir avoir anti-inflammatoire, triptan, peut-être Gépan, anti-nausée, tu sais. Fait que le mix pour le migraineux, ben, c'est mieux, on a plus d'options, mais c'est plus compliqué aussi, tu sais, veux pas, là. ouais, 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 c'est pas plus simple. Puis est-ce que une dernière question, est-ce que celui là là, je sais plus c'est lequel, là, moi, celui Ben, qui traite, celui en traitement de crise, est-ce qu'il va, là, je pense qu'on en avait parlé, mais est-ce qu'il finit par aussi être préventif, lui, même s'il n'est pas fait pour ça à la base? alors, on le sait pas parce qu'on n'a OK, c'est pas ça. les études, mais on le pense. Tu sais, moi, j'ai aucune raison de penser que quelqu'un qui prendrait de l'ibuprofène tous les jours pourrait pas avoir un effet préventif. Tu sais, la molécule fait ça, c'est un bloqueur de CGRP. Fait que, mais tu sais, un jour, je suis sûre que quelqu'un va finir par faire l'étude. Puis là, ils vont dire, nous avons suivi des gens qui prenaient de l'ibuprofène 8 jours, 12 jours, 16 jours, 20 jours sur 30, et nous avons constaté que finalement, la fréquence a diminué, tu sais. Fait qu'à mon avis, on va les voir, les études, mais bon, on va dire juste le bon sens, tu sais, te dit que ça pourrait arriver. Après, ça va être intéressant à regarder ça Oui, évoluer dans les oui, prochains mois, les prochaines années. oui, oui, oui. La prochaine année, là, il va pleuvoir des publicités. Moi, je passe quand même un temps appréciable à lire des abstracts, à lire des articles, tu sais, je cherche l'information. Puis ça pleut, là. Je veux dire, là, ça va être l'avalanche de données sur les GEPAN, là. Tu sais, tout le monde va sortir des chiffres, puis des résultats, puis la compagnie aussi. Puis après, on va dire, est-ce que ça vaut l'argent? Est-ce que. Il y a 1000 questions. Tu sais, aujourd'hui, j'avais une patiente, il y avait une question sur la dialyse avec les anticorps. Tu sais, je n'avais pas la réponse finale à ça. Je pense que c'est correct, mais tu sais, il va y avoir des questions sur, bon, c'est la grossesse, l'allaitement. Tu sais, là, on dit non, mais bon, l'allaitement, ben, si le GEPAN, il ne passe pas dans le lait maternel, ça va être correct, mais ça prend des études. Tu sais, fait que c'est ça. Il y a beaucoup de. Non, non, on s'ennuiera pas la prochaine année, là, c'est sûr, sûr. Je pense que vous ennuyez pas souvent, hein, Dr. Leroux. Non, rarement. Non. Ça m'arrive rarement. Des fois, j'ai juste envie d'aller dans mon lit et prendre un petit break. Mais tu sais, c'est quand même excitant tout ça, là. Je veux dire, c'est de la bonne information. Tu sais, je préfère de loin avoir trop d'informations que pas de traitement, là, ça c'est sûr.
Mais en tout cas, je vous remercie infiniment de votre temps ce soir. Je pense que ça va redonner de l'espoir à beaucoup de monde. J'ai une cinquantaine de questions qui ont été posées ce soir. Il a fallu qu'on se concentre sur celles vraiment sur les GEPAN. On pourrait vous garder toute la nuit, mais je pense que vous avez envie d'aller vous coucher à un moment Oui, donné j'ai aussi. des abstracts de recherche à soumettre ce Vous soir. avez des formulaires à remplir J'ai en des plus, formulaires là. à remplir et demain, je suivrai une formation sur les céphalies post-commotion cérébrale. Un sujet autre, mais non, c'est ça, là, je ne m'ennuie pas, mais ça m'a fait bien plaisir de présenter pour Migraine Québec. Puis, tu sais, je suis bien impressionnée par le travail de l'équipe, comme je vous le dis toujours. Alors, tu sais, je pense que ça aide le monde, puis tu sais, c'est important que Migraine Québec fasse ce travail-là. Fait que je vous remercie à toute l'équipe et puis à toutes les personnes à la Teva qui. En fait, je vais te donner un merci spécial à Teva parce que, veut pas, ils ont subventionné une activité qui n'est pas sur leur produit. OK? C'est vrai. Alors, ça, c'est très élégant de leur part. Puis ça veut dire qu'ils sont vraiment dédiés à la cause de la migraine. Puis moi, je connais toutes ces équipes-là, puis je vais quand même leur adresser un petit merci spécial parce que d'habitude, les gens subventionnent les activités de leurs produits. Alors, je les remercie. Puis au total, ben, tout ça contribue aux patients migraineux. Fait que voilà, c'est une belle collaboration. Donc, mais merci, puis merci à vous, merci au nom de Migraine Québec. Il y a énormément de remerciements dans les questions aussi. Donc, on vous remercie infiniment. Puis pour vous qui nous écoutez, ce sera disponible là, sur le site de Migraine Québec. Donc, vous allez pouvoir réécouter, là, si comme moi, à la fin, vous étiez toutes mélangées. Vous allez pouvoir réécouter, prendre le temps. Le PDF va être là. Donc, faites-vous-en pas. Et ben, à tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir.